Merci à la marraine de nous avoir invités à sa quatrième journée. Euh, c'est vrai que ça a été reporté plusieurs fois à cause du Covid, mais je tiens à les féliciter pour leur persévérance, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y avait une possibilité de l'organiser, il annonçait une date, et puis à chaque fois, jusqu'à avoir cette date, ça nous a permis de nous réunir. Donc ça fait plaisir, encore une fois, je les remercie. Alors, l'évaluation préopératoire de l'enfant, c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter parce que ça concerne beaucoup de choses. Il n'y a pas de cadre légal dans notre contexte. Et puis, c'est très variable. Il y a des enfants qui n'ont pas de pathologie mais qui ont des infections intercurrentes. Il y a des enfants qui sont suivis pour des pathologies chroniques et qu'il faudrait adapter le traitement. Et donc, on va essayer de voir les choses les plus fréquentes et on va se concentrer sur les situations fréquentes qu'on retrouve chaque jour dans notre consultation préanesthésique. Par exemple, un enfant encombré, par exemple, un enfant qui a des problèmes de l'hémostase, des choses courantes. Alors, est-ce que c'est obligatoire ? La loi en France oblige à faire une consultation préanesthésique. Il y a la loi de 1994 où on doit absolument faire une consultation préanesthésique et qui doit être faite par un médecin anesthésiste réanimateur. Ça doit être écrit sur un dossier d'anesthésie et il y a une présence obligatoire de l'autorité parentale. Récemment, il y a une obligation aussi de donner de l'information qui est adéquate, idéalement sur du support informatique. Alors, qu'en est-il au Maroc ? Il n'y a pas de loi qui nous oblige à faire de la consultation préanesthésique. Alors, tout ce que j'ai trouvé, c'est, je pense qu'on pourra discuter dans la session de l'AFNAR, tout ce que j'ai trouvé, c'est les référentiels de la SMAR sur la sécurité anesthésique. C'est un effort intense qui a été fait en 2016. Ce n'est pas très connu, alors que c'est un document qui a sa valeur. C'est des référentiels de sécurité anesthésique qui sont produits par une société savante. Et donc, la CPA, ça doit être fait par un médecin anesthésiste réanimateur dans des locaux spécifiques. L'examen clinique, c'est l'essentiel de la CPA. Il n'y a pas de règle absolue à prescrire des examens complémentaires. Tout doit se baser sur l'examen clinique parce que c'est une discussion qu'on va sûrement avoir. Est-ce que je dois prescrire des examens complémentaires systématiquement ? Est-ce que je suis protégé par la loi ? Est-ce que je ne suis pas protégé ? Mais il n'y a aucune loi, aucune logique qui nous pousse à prescrire des examens complémentaires obligatoirement si on n'est pas guidé par les examens cliniques. Et puis, un avis médical spécialisé peut être demandé lorsque le médecin anesthésiste le jure pertinent. Alors, à la suite de ça, il y a une ordonnance qui va préciser les consignes et il doit surtout y avoir un dossier d'anesthésie. En cas d'acte opératoire urgent, l'indication opératoire, quand elle est posée, ne doit pas retarder, c'est-à-dire la CPA ne doit pas retarder l'acte chirurgical. Donc en gros, c'est le contexte de l'évaluation préopératoire, c'est le cadre de la consultation anesthésique, pré-anesthésique. Alors quel est l'objectif de cette consultation pré-anesthésique ? On va détailler tout ça après. Donc en gros, c'est d'évaluer l'état de santé d'un enfant. C'est un enfant qui est sain, mais peut-être qu'il a une grippe. Donc est-ce que je vais l'endormir ou non ? Optimiser son traitement. L'exemple d'un patient asthmatique, est-ce que je dois changer son traitement, ajouter des trucs en prémédication, définir une stratégie périopératoire, je donne de la prémédication ou non, et puis je vais faire de l'anesthésie générale ou de l'anesthésie loco-régionale ou les deux. Est-ce qu'il va être admis en unité de soins intensifs ? Tout ça doit être planifié dans la consultation préanesthésique. Et on se rend compte que parfois, quand on fait un malade sans consultation préanesthésique, on décide de tout cela 1 minute avant l'acte opératoire. Donc, ce n'est pas concevable. Toute la stratégie anesthésique doit être faite en consultation préanesthésique. Et puis surtout, c'est la préparation psychologique de l'enfant et c'est l'information de l'autorité parentale des conséquences de l'anesthésie et des conséquences de la chirurgie. Donc tout ça, c'est pour diminuer la morbidité anesthésique. La consultation préanesthésique, ce n'est pas juste un examen de routine. Le but ultime, c'est de diminuer la morbidité anesthésique. Alors, on va faire le tour en général des trucs qu'on peut chercher dans l'interrogatoire, dans l'examen clinique, et on va surtout après détailler les trucs les plus importants, qui sont les plus fréquents dans nos pratiques quotidiennes. Donc, normalement, un enfant, il doit toujours amener son carnet de santé. Ce sont des choses qu'on va avoir après.
Et le dossier doit être informatisé. Je pense qu'on est en train de faire ce projet. On cherchera bien sûr la grossesse, le déroulement de la grossesse, l'accouchement, la croissance staturopondérale, l'âge de la marche. Tout ça, ça peut nous guider vers des pathologies qui ont été méconnues, mais qu'on va dépister dans la consultation pré-anesthésique. Il y a aussi des accidents, s'il y a des anesthésies antérieures, est-ce que le score de Coronax, si c'est noté, est-ce qu'il y a des allergies au latex, la disponibilité à faire des nausées vomissements post-opératoires, et le respect du calendrier vaccinal. Alors, les antécédents qu'on doit s'acharner à chercher, c'est surtout chercher un saignement anormal, chercher une thrombophilie. Il y a des scores pour ça, il y a des tableaux pour ça, on va les voir. Chercher un terrain d'hyperréactivité bronchique, que ce soit aigu à la suite d'une infection des voies aériennes supérieures ou chronique dans un terrain d'asthme ou d'atopie. Chercher le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Là aussi, ce n'est pas évident de le dépister en consultation de pré-anesthésie, mais il y a des scores très simples, on va les voir. Des malaises à l'effort, un nourrisson qui a des cyanoses, des sueurs lors des tétés. Donc, on doit dépister ces problèmes lors de la consultation. Et puis, voir si le patient est convulsé, s'il a déjà fait des convulsions, est-ce que c'est fébrile, est-ce que c'est une maladie épileptique, et adapter les traitements en cours. Pour les antécédents familiaux, on va voir les maladies familiales qui, probablement, qui plutôt ont une transmission génétique et qui peuvent interférer avec l'anesthésie. Les maladies de von Willebrand, les myopathies, les thalassémies. On verra aussi est-ce qu'il y a des accidents anesthésiques familiaux. Par exemple, s'il y a des coagulations prolongées dans la famille, c'est le déficit en cholinestérase. S'il y a de l'hyperthermie maligne, il faut faire attention pour l'enfant, il risquera de faire de l'hyperthermie maligne. Alors pour les traitements en cours, normalement en pédiatrie, il n'y a pas beaucoup de traitements au long cours, pas comme le sujet âgé. Mais le seul message, c'est qu'il ne faut pas arrêter les anticomiciaux. Un patient, un enfant qui est épileptique et qui prend son traitement anticomicial, il ne faut pas l'arrêter avant, il faut qu'il le prenne en prémédication. On a eu l'expérience de voir plusieurs patients qui n'ont pas pris leur médicament anticomicial le matin et qu'au réveil de l'anesthésie, ils convulsent. Déjà, l'anesthésie et la chirurgie, c'est pourvoyeur de crises épileptiques, mais le fait qu'on leur dit qu'ils restent à jeun le matin, donc ils préparent leurs médicaments, normalement, ils doivent le prendre en prémédication, et sinon, il y a un risque de convulsion. C'est le message important. Sinon, pour les vaccins, il y a une interférence de l'immunité avec la chirurgie et l'anesthésie, c'est sûr. Donc, quand il y a un vaccin inactivé, il faut différer la chirurgie de 3 jours. Bien sûr, je parle de chirurgie programmée. Et quand il y a un vaccin atténué, il faut essayer de la différer en moins de 14 jours. Il y a aussi les tricycliques qu'on prescrit dans les nurésies, donc de préférence les arrêter 3 jours. Alors pour l'examen clinique, il n'y a rien de spécial, c'est un examen de tous les appareils. Il faut voir est-ce que le patient est dénutri en calculant l'IMC, est-ce que c'est un patient qui est en surpoids avec un risque de syndrome d'apnée sommaire obstructive. Il faut évaluer les voies aériennes, rechercher un souffle à l'auscultation cardiaque. Prendre la tension artérielle et la saturation ne sont pas obligatoires, ils sont guidés par l'examen clinique. Et puis si on envisage une ALR, il faut voir l'état du rachis, de l'hiatus sacro-coccygien si on prévoit une anesthésie caudale et évaluer le réseau véno-périphérique. Donc à l'issue de la consultation pré-anesthésique, on aura un enfant sain, on déterminera est-ce qu'il y a une infection intercurrente, soit c'est un enfant avec une pathologie chronique, c'est qu'on va adapter le traitement, soit que c'est un nouveau-né, qui est un ancien prématuré ou non, on va voir les particularités de tout ça. Alors on va commencer notre évaluation. On a vu en général ce qu'on a, les grandes lignes, mais les trucs les plus spécifiques, on va les détailler une à une. Donc premièrement, l'évaluation de des voies aériennes de l'enfant. Comment dire que c'est un patient, c'est un enfant qui a un risque d'intubation difficile? Est-ce qu'il y a des scores pour l'enfant? Est-ce qu'il y a des particularités pour l'enfant? Alors déjà, les voies aériennes de l'enfant, comme a dit le professeur Madé, sont très particuliers. Il y a une anatomie particulière, juste citer la macroglossie, la forme et la taille de l'épiglotte qui nous gênent souvent dans l'intubation, surtout dans le bas âge. Le rétrécissement sous-glottique, il faut faire attention à la taille de sonde. Et puis, il y a une rapidité de saturation parce que le volume de fermeture de voies aériennes il est très critique par rapport à l'adulte. Et puis, souvent, on a une obstruction anatomique par cette macroglossie et parfois dynamique quand il y a un argospasme. Ce qui est rassurant chez l'enfant,
c'est que l'intubation difficile est souvent prédictible, contrairement à l'adulte. Donc c'est une étude américaine dans 13 centres, pendant 3 ans. Ils ont mis un registre de l'intubation difficile, donc c'est énorme. C'est plus de 1000 cas d'intubation difficile répertoriés dans tous les États-Unis, dans les 13 centres. Et donc, finalement, les conclusions de cette étude, c'est que l'intubation difficile chez l'enfant, elle est rare, elle est exceptionnellement imprévue. D'accord? Donc, c'est 2 à 5 par 1000 cas d'intubation, mais dans 80% des cas, c'est une intubation qui est prédictible. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais c'est souvent prédictible. Comment la prédire? Alors, les scores de mal-empathie, les scores classiques de l'adulte, ils ne sont pas validés en pédiatrie. On peut les faire et guider notre pratique, mais ils ne sont pas vraiment validés. Il y a beaucoup de faux positifs. On peut avoir des mal-empathies 3 et 4, alors que l'intubation est facile. La valeur prédictive négative de l'examen clinique, quand un opérateur expérimenté le fait, c'est une vraie valeur prédictive négative. Quand un anesthésiste pédiatre fait un examen clinique et dit que l'intubation n'est pas difficile, c'est souvent le cas. D'accord? Donc, on revient au classique. Une dysmorphie faciale, bien sûr, je vais faire attention que c'est une intubation difficile. La limitation de l'ouverture de la bouche, je vais la calculer par 3 travers de doigts de l'enfant. Donc, je prends les doigts de l'enfant. C'est comme ça, pour tous les âges, j'ai un critère. Donc, 3 doigts de l'enfant. Et si j'ai une limitation de l'ouverture de la bouche, c'est un critère d'intubation difficile. Le syndrome d'apnée de sommeil obstructif, le renflement durant le sommeil, ça aussi, c'est un critère d'intubation difficile. La distance thyromontonnière, 15 mm pour le nouveau-né, jusqu'à 35 pour l'enfant. Et puis, bien sûr, s'il y a les diminutions de la mobilité du rachis cervical et l'obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, en gros, dans la pathologie, les situations prédictibles d'intubation difficile, je dirais les pathologies aiguës, des brûlures, des traumatismes, bien sûr, il faut faire attention, il faut prévoir une intubation difficile, mais aussi les fentes labio-maxillopalatines. Et puis, 2 syndromes, quand on a une hypoplasie de la mandibule, quand la mandibule est en rétrognatisme, donc c'est le Pierre Robin, c'est classique, dès qu'on voit un Pierre Robin, on dit que c'est une intubation difficile. Et les syndromes où il y a une hypertrophie de la langue, notamment c'est les trisomiques, dans les mucopolysaccharidoses, il y a une hypertrophie de la langue, des partiments du cou, et là c'est une prédiction d'intubation difficile. Donc, deuxième cas de figure qui est très fréquent en consultation anesthésique, c'est l'hyperréactivité bronchique et l'anesthésie pédiatrique. Hyperréactivité bronchique, ça peut être aiguë suite à une infection des voies aériennes supérieures, et comme ça peut être chronique dans un terrain atopique, dans un terrain d'asthme. Alors, c'est quoi? C'est une sensibilité exagérée des voies aériennes supérieures à des stimuli physiques. Quand je vais intuber, quand je vais faire de la chirurgie, cette stimulation, j'aurai une réponse exagérée des voies aériennes supérieures à cette stimulation. La stimulation peut être aussi pharmacologique, par le système de libération. Si je mets des curares, par exemple, et si j'ai un terrain atopique, je peux déclencher cette hyperréactivité bronchique. Donc, c'est souvent, en cas d'anesthésie, c'est l'infection récente des voies aériennes supérieures. Ça peut être aussi l'asthme, ça peut être la bronchiectasie. Donc, en préparation d'une maladie chronique, je dois optimiser le traitement, le cas de l'asthme par exemple, et puis je pourrais prévoir une cryothérapie dans les 5 jours avant l'acte opératoire si c'est une forme grave. La définition d'une forme grave, s'il y a une hospitalisation dans l'unité de soins intensifs durant l'année qui est écoulée. Et en prémédication, je mettrai de salbutamol en nébulisation 1 heure avant l'acte opératoire. On verra les particularités. Donc, c'est la seule chose qui est prouvée et qui améliore le pronostic. J'ai un patient qui a une hyperréactivité bronchique, je le nébulise 1 heure avant par le salbutamol, et comme ça, j'aurai moins de bronchospasme au réveil. Alors, si on fait le tour de la question du point de vue épidémiologique, on a 20 à 40% des enfants qui ont une infection des voies aériennes supérieures dans les 4 semaines avant une chirurgie. Si tu prends une date, souvent dans la période automne-hiver, les enfants font 2, 3, 4, voire 4 épisodes d'infection des voies aériennes supérieures. Et l'hyperréactivité bronchique, il demeure jusqu'à 6 semaines. Donc si on s'amuse à ne pas anesthésier dans cette période, on n'anesthésiera jamais un patient de octobre à avril. Donc il faut avoir un consensus, un juste milieu où on n'est pas nocif pour l'enfant, mais en même temps où on doit faire le geste chirurgical s'il y a indication.
Donc, le schéma qui montre l'interaction des médicaments d'anesthésie sur la cellule musculaire lisse. En rouge, les médicaments qui vont plutôt faire une bronchoconstriction, et en bleu, les médicaments qui vont plutôt faire par un mécanisme de relaxation. Donc, on voit que les curares, les opioïdes, sont plutôt bronchoconstricteurs. D'accord ? Et donc, comment décider ? Est-ce qu'on va recuser le malade ou est-ce qu'on va faire le malade s'il a une infection des voies aériennes supérieures récente? Donc, c'est l'étude Princeps en 2010, une étude australienne très importante qui a évalué les risques de complications respiratoires en post-opératoire, en périopératoire, à savoir le laryngospasme, le bronchospasme, la toux, la désaturation. Et donc, c'est à partir de cette étude qu'on a fait sortir le terme 2 semaines. Quand on a une infection des voies aériennes supérieures, l'enfant a fait cette réaction dans les 15 jours avant l'acte opératoire, il y a un risque de complications post-opératoires qui est important, qui est jusqu'à 2,34 de risque relatif. Donc un enfant qui a une infection des voies aériennes supérieures, dans les 15 jours avant l'anesthésie, il a 2 fois plus de chances de développer des complications respiratoires qu'un enfant qui n'a pas cette infection. Et donc finalement, plutôt le terme de 15 jours est retenu dernièrement, parce qu'avant c'était une discussion de 4 semaines. Maintenant c'est 2 semaines. 4 semaines, c'est vrai qu'il y a toujours une hyperréactivité bronchique, mais qui n'est pas suffisante pour induire des complications respiratoires. Parce que si on suit 4 à 6 semaines, on ne va jamais faire le malade. Donc maintenant on retient le terme de 2 semaines pour faire le malade. Comme ça on aura moins de complications. Comme j'ai dit, les complications, c'est le bronchospasme, la toux, la désaturation et l'obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, c'est un schéma récent de 2018 de Souheil Tahmani, qui est maintenant une référence d'anesthésie pédiatrique, qui est très simple, qu'on adopte actuellement dans notre service. Donc, infection des voies aériennes supérieures qui date de moins de 2 semaines. Urgence, je procède à l'anesthésie, bien sûr. Pas d'urgence, alors je vais scinder les patients en 3 catégories. Sévère, moyenne ou légère. Légère, un patient qui a une rhinorrhée sans fièvre, sans toux, je ne vais pas le récuser. Un patient qui a une toux productive, qui a une fièvre, qui est en sepsis, bien sûr que je ne vais pas le faire. Le reste, c'est plus de 50% des cas. Et là, c'est le raisonnement, c'est des arguments en faveur d'anesthésier le malade ou de le récuser. Quand est-ce que je vais l'anesthésier? Si l'intubation est évitable. On sait que l'intubation, c'est le pourvoyeur des complications respiratoires post-opératoires. Si c'est une chirurgie superficielle, si c'est un patient qui a déjà été récusé 2 à 3 fois, donc je peux le faire sans intubation. Ça, c'est un malade que je vais endormir. Et puis aussi, une notion importante, c'est quand l'intervention permet le contrôle de l'infection. Parfois, l'infection est secondaire à une pathologie chronique, par exemple un reflux gastro-œsophagien. J'ai un reflux gastro-œsophagien, le malade va faire des infections à répétition. Je vais essayer de l'endormir, il est infecté, je le reporte. Mais le problème, c'est le reflux, et le chirurgien veut faire la cure de reflux. Donc pour ce patient, si il n'est pas vraiment en forme sévère, si les conditions sont remplies ici, donc je peux l'anesthésier, même s'il a une infection récente dans les 15 jours. D'accord ? Et puis, ce qui est en faveur du report, c'est l'âge. Quand j'ai un prématuré, quand j'ai un âge inférieur à 1 an, je ne vais pas faire le malade. Et quand l'intervention se fait sur les voies aériennes, par exemple, si j'ai une fente palatine qui fait une toux productive et qui a 6 mois, je ne vais pas le faire. D'accord ? Donc voilà, c'est un algorithme qui est proche de notre pratique quotidienne. Je pense que c'est le plus adapté. Et même en France, on commence à faire émerger l'idée de, par exemple, intubation évitable, contrainte parentale, parce que c'est la vraie vie. Des parents qui laissent leur travail, qui ramènent leurs enfants pendant 2-3 fois, le malade est récusé 2-3 fois. Donc vraiment, ça rentre dans le raisonnement de faire le malade ou non. D'accord ? D'où l'intérêt de la consultation préanesthésique qui nous permettra de stratifier ça et d'expliquer aux parents le risque et les avantages de chaque décision. Alors, j'ai parlé de la prémédication par le salbutamol. Donc ça, c'est une étude en 2009 qui a vraiment montré l'intérêt du salbutamol en prémédication quand il y a un risque de réactivité bronchique. Dans cette étude, on a comparé 200 enfants
qui avait une infection récente, sans prémédication par le salbutamol, et avec prémédication par le salbutamol. Et là, on a moins de bronchospasme et moins de toux. D'accord ? Donc, il faut envisager le salbutamol en cas d'infection des voies aériennes supérieures récentes. Alors, l'anesthésie, bon, ce n'est pas le sujet, c'est l'évaluation préopératoire, mais si j'endors un enfant qui a déjà une infection récente, si je décide de l'endormir, il faut faire ses précautions. Bien sûr, une équipe expérimentée. La prémédication par le salbutamol, comme j'ai dit, et par les alpha-agonistes, c'est surtout pour éviter l'imidazolam. Il faut éviter l'intubation trachéale. L'induction doit être faite par le propofol, éviter le desflurane et mettre un bolus de propofol et le deucaïne avant le retrait du dispositif de contrôle des voies aériennes. Donc, troisième chapitre qui est important, c'est dépister un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, le chiffre va étonner, mais 5 à 36% des enfants en surpoids ou obèses ont un syndrome d'apnée du sommeil. Ça, je parle des enfants, pas des adultes. Et donc, c'est assez fréquent, d'autant plus qu'on voit l'obésité qui commence à émerger dans notre société. Donc, il y a ce score qui est adapté au contexte préopératoire, qui est très simple. C'est un score de 5 points que l'anesthésiste peut réaliser dans la consultation d'anesthésie. L'enfant, est-ce qu'il ronfle plus de la moitié de la nuit? Est-ce qu'il ronfle bruyamment? Avez-vous déjà vu votre enfant s'arrêter de respirer pendant la nuit? Avez-vous déjà vu votre enfant lutter pour respirer? Et au réveil, est-ce qu'il ne se sent pas en forme? C'est un score de 5 points qui est simple, un interrogatoire. La polysomnographie est très peu accessible. Donc, par exemple, à Fès, il y a 2 lits de polysomnographie, et c'est pour l'adulte, donc pas pour l'enfant. Donc au moins, tu fais ton score à la consultation pré-anesthésie, et si tu as un score plus de 3, tu dis probablement que c'est une forme grave. Au moins, tu détectes les formes graves et tu vas faire tes précautions. Alors, pourquoi je détecte les syndromes d'apnée de sommeil? Parce qu'ils ont une probabilité de 2 de faire des complications respiratoires périopératoires. La même chose que l'hyperréactivité bronchique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une diminution de la réponse ventilatoire au CO2. Le patient en hypercapnie, il n'a pas cette réactivité parce que justement, il a un syndrome d'apnée de sommeil. Et donc, si j'identifie ces sujets à risque, je vais diminuer ces complications. Pourquoi je vais diminuer ces complications? Parce que je vais avoir une stratégie. Par exemple, une hernie inguinale qui a un syndrome d'apnée de sommeil. Je prévoyais de le faire en ambulatoire, comme je fais toujours. Je le réveille, une demi-heure après, il va sortir. Alors pour ce patient, je vais faire attention. Parce qu'il se peut qu'il va faire un problème de bronchospasme différé. D'accord? Syndrome d'apnée de sommeil est égal à plus de complications respiratoires, périopératoires. Et donc, je peux revoir aussi la décision de chirurgie. C'est une chirurgie, par exemple, esthétique, ou c'est une chirurgie fonctionnelle qui peut être différée, le temps de traiter le syndrome d'apnée de sommeil. Et je vais utiliser de façon rationnelle et morphinique, parce que ça peut aggraver l'obstruction la nuit, si c'est une chirurgie qui est lourde. Éventuellement, je vais discuter la VNI. Donc, tout ça, c'est une stratégie post-opératoire pour ce syndrome d'apnée de sommeil. Et donc, comme j'ai dit, souvent, il n'est pas dépisté avant, mais je dois le dépister en consultation pré-anesthésie. Autre cas de figure, c'est le souffle cardiaque. Il faut rester 5 minutes. D'accord. Donc, le souffle cardiaque, je vais essayer d'aller plus vite. En gros, il y a le fonctionnel et l'organique. Donc, le fonctionnel, c'est quand ça disparaît dans la position debout, quand tout l'examen clinique est normal. Alors, un chapitre qui est très important, c'est l'examen paraclinique. Est-ce qu'on va les prescrire de façon systématique ou est-ce qu'on ne va pas les prescrire? Alors, les recommandations de 2012, l'hémogramme n'est prescrit que si la chirurgie est risque intermédiaire ou élevé. La fonction rénale n'est prescrite que si, pour estimer le débit de filtration glomérulaire chez les patients à risque. Pas de radiothorax, pas de CG, pas d'EFR, sauf en chirurgie non cardiothoracique. Donc, sauf en chirurgie cardiothoracique, d'accord? Sinon, pas de bilan systématique. Je ne dis pas de bilan, mais je dis un bilan qui est guidé par l'examen clinique. Donc, pas de bilan systématique comme ça, sans examen clinique. Alors, le CG, je le prescris dans ces situations, donc ça c'est classique. Alors, un point qui est important, pour le bilan d'hémostase en préopératoire, chez l'enfant. Donc, la recommandation de 2012 de la SFAR, donc pas de bilan systématique qui n'est pas guidé par l'examen clinique. C'est l'examen clinique qui doit guider le complémentaire, sauf en cas d'un enfant qui n'a pas acquis la marche. Donc ça c'est clair, et pas d'examen en cas de ALR. Alors,
il faut faire un examen clinique adéquat, mais cet examen clinique doit être régi par des questionnaires précis. Ce n'est pas à chaque fois que je vais demander des questions aléatoires. Donc, pour organiser ça, dans la consultation pré-anesthésique de l'enfant, je dois avoir un questionnaire qui est simple et les parents doivent répondre à ces questionnaires. Donc, je vais aller un peu vite. Le questionnaire de Watson-Williams, donc ça, on peut avoir des impacts comme ça. Voilà, si j'ai un critère positif dans la première partie du tableau, je vais faire mon enquête, je vais prescrire des examens paracliniques. Dans la deuxième partie, c'est 2 critères positifs. Il y a un autre score qui est adapté à la pédiatrie, parce qu'on a ajouté certaines situations qui ne sont pas fréquentes chez l'adulte, qui ne sont pas du tout présentes chez l'adulte, notamment le saignement à la chute du cordon ombilical, le céphalématome et le saignement post-circoncision. Alors, pourquoi pas de bilan systématique en pédiatrie? Le message que je veux passer, c'est pas ne pas prescrire de bilan. Prescrivez ce que vous voulez, le médecin peut faire ce qu'il veut, mais surtout ne pas se rassurer par un bilan faussement normal. Donc, vous avez un TP et un TCK qui est normal. Mais si vous avez demandé à la maman, elle va vous dire que voilà, j'ai un cousin qui est hémophile. Et le TCK sera normal parce que c'est une hémophilie mineure et le patient va saigner à cause d'une chirurgie majeure. D'accord? Donc pas de bilan systématique, mais surtout, je dirais, faites un examen clinique approfondi, correct, notamment guidé par ces questionnaires. Donc déjà, il y a des facteurs, par exemple le facteur 13, même si c'est extrêmement rare. Quand il y a un déficit en facteur 13, le TCK est normal. Vous allez être faussement rassuré. Comme j'ai dit, les déficits mineurs peuvent donner un TCK qui est normal. Alors, aussi, les faux positifs peuvent inquiéter les parents et ça va entraîner des examens complémentaires incessants. Et donc voilà, ne pas remplacer un interrogatoire et un examen clinique par un examen paraclinique faussement rassurant. C'est ça le message. Des études qui confirment ce que je viens de dire. Donc, 3000 amygdalectomies, c'est énorme, quand même 3000. A posteriori, on a comparé les gens qui avaient un bilan d'hémostase normal versus anormal. Donc, finalement, il n'y a pas de différence significative pour le saignement. Deuxième cas de figure, une série où il y avait un TPTCK qui est normal pour tout le monde. La moitié des cas avaient des thrombopathies ou des pathologies constitutionnelles, mais dans la moitié des cas, il n'y avait rien. Donc, voilà. C'est l'examen clinique qui doit trancher. Donc, avant l'âge de la marche, je vais prescrire une numération plaquettaire et un TCK. Le TCK, comme j'ai dit, peut être allongé. Pourquoi? Parce que certaines situations, il y a une sensibilité aux anticorps circulants. Il y a certains virus qui vont mettre des anticorps circulants et qui vont allonger le TCK. Alors que normalement, dans les virus, c'est plutôt une situation de thrombopathie. Donc, certains virus peuvent donner des anticorps circulants. Et dans ce cas, il faut mettre le TCK. Donc l'activateur doit être le kaolin qui va être normal dans ce cas. Ça, c'est un peu spécialisé, mais c'est juste pour vous dire que dans une polyglobulie, dans une infection récente, on peut avoir un TCK qui est allongé et on va faire beaucoup d'examens alors qu'il n'y a pas de trouble de l'hémostase constitutionnelle. L'examen clinique va détecter ça parce qu'un enfant à l'âge de la marche, il va tomber, quand il découvre la vie. Donc ça, c'est plus spécifique qu'un TCK qui est faussement allongé ou faussement normal. Alors, que faire si j'ai une anomalie? J'ai fait un examen et j'ai une anomalie. D'abord, s'assurer de la qualité du prélèvement. Un garrot trop lentement serré peut allonger le TCK. L'âge, le TCK, il est plutôt jusqu'à 40-42 secondes chez le nouveau-né, donc ça dépend de la tranche de l'âge. Il y a des fausses thrombopénies, et donc, dans une étude qui est assez ancienne, juste 50% des cas de TCK allongés sont retrouvés allongés dans le contrôle. Le TP n'est pas très spécifique dans cette situation. Et donc, si je dis que le patient a un trouble d'hémostase, je vais confier ça à un spécialiste de l'hématologie pédiatrique. C'est lui qui va continuer les explorations. Un petit mot pour l'ancien prématuré, parce qu'il fait le syndrome, parce qu'il fait des apnées respiratoires, des apnées en post-opératoire. Donc, juste pour dire qu'il y a cette notion d'âge post-conceptuel qui est intéressante en anesthésie. Et ça, c'est le terme de la naissance, plus l'âge postnatal. Je vous donne un exemple. Un grand prématuré de 28 semaines, d'accord, qui a 3 mois, donc c'est un prématuré, qui est né à 28 semaines d'aménorrhée. Et maintenant, il a 3 mois. Donc l'âge post-conceptionnel, c'est 40 semaines d'aménorrhée. Donc il a la physiologie d'un nouveau-né à terme. Donc tu vas le considérer comme un nouveau-né dans ta prise en charge anesthésique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ce risque justement d'apnée post-opératoire du nouveau-né.
Et donc, il peut arriver jusqu'à 48 heures en post-opératoire. Il est favorisé par la chirurgie lourde. Et le risque est toujours là, jusqu'à 60 semaines en post-conception. À partir de 60 semaines, c'est moins de 1%. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourra faire dans notre projet dans la consultation pré-anesthésique? Plutôt préférer la LR, différer la chirurgie au-delà de 60 semaines d'aménorrhée s'il n'est pas urgente, corriger l'anémie et bien sûr monitorer le patient pendant 48 heures et surtout monitorer l'apnée post-opératoire. Donc, enfants avec pathologie chronique, je vais en passer. Donc, les trucs classiques, est-ce que la chirurgie est bénéfique? Est-ce que la pathologie est bien suivie? Les coordonnées et le contact des médecins traitants et reporter plutôt les rapports d'éventuelle anesthésie antérieure. Alors, j'arrive au gène préopératoire. Ça aussi, c'est un sujet qui est très important. Toutes les recommandations, pratiquement, ça, c'est le WFSA, le World Federation of Society of Anesthesiologists, donc, qui a regroupé toutes les guidelines américains, suédois, canadiens. Et en gros, il y a 2 heures de jeûne pour les liquides clairs, 4 heures pour le lait maternel, 6 heures pour les solides. Alors la nouveauté, c'est qu'à partir de 2018, 3 sociétés, la société européenne, les Anglais et la DARPEF française, le club français, ils se sont mis d'accord que le jeûne pour les liquides clairs doit se limiter à 1 heure. D'accord ? C'est fait sur des preuves scientifiques parce que le pH n'est pas modifié, parce que le vidange gastrique est assez rapide. Et ils ont limité ça à 3 ml/kg. Un enfant qui crie durant toute la nuit. Donc tu peux lui donner jusqu'à 1 heure. Quand j'ai des liquides clairs, c'est l'eau, ça peut être sucré. C'est pour l'adulte, par exemple, c'est le café ou le thé sans. Et c'est les jus sans pulpe. Donc c'est du liquide. Donc on peut aller jusqu'à 1 heure. Ça, c'est juste pour l'European Society. Je pense que ça va venir. Donc, pour la SFAR, je pense qu'elle va le faire donc, incessamment. Et donc, actuellement, c'est 2 heures, mais si on opte pour 1 heure, on a des preuves assez robustes. Donc, la Société européenne d'anesthésie pédiatrique recommande 1 heure pour le jeûne du liquide clair, 4 heures pour le lait maternel et 6 heures pour les solides. Alors, la place de la prémédication. Est-ce que la prémédication, c'est un luxe ou c'est une obligation? Pourquoi je mets une prémédication? C'est surtout pour contrer l'effet délétère de l'anxiété préopératoire. Quand j'ai une anxiété préopératoire, j'ai plus de douleur en post-opératoire, et ça s'est prouvé par des études, et j'ai plus de séjours en salle de post-interventionnelle. Donc, le but de l'anxiolyse, c'est réduire la détresse lors de l'induction et améliorer le vécu de l'intervention. Cette anxiolyse peut être pharmacologique et non pharmacologique. Il faut associer les deux. Pharmacologique, c'est surtout le midazolam. Nous, on n'a pas de sirop. Depuis 2 ans, vient de sortir une forme sous forme de sirop avec un goût particulier pour l'enfant. Donc, il n'est pas encore au Maroc, mais c'est une forme pédiatrique qui est utilisée actuellement dans les pays occidentaux pour la prémédication de l'enfant. Alors, le midazolam, c'est le plus utilisé, ça les dose. Je vais passer rapidement. Donc, il faut faire attention quand le patient a une pathologie respiratoire, ne pas le donner. Il y a les alpha-2 adrénergiques, la clonidine, qui est utile, qui va permettre une meilleure sédation, moins de troubles, moins d'émergence délirium au réveil, paradoxalement au midazolam. Mais ça, on n'en a pas. Donc, dans notre pratique quotidienne, nous, dans notre service, on met de l'Atarax. D'accord ? Ce n'est pas très décrit dans les recommandations internationales. Dans le AS 2017, il le prévoit en seconde intention, ce qui est notre cas parce qu'on n'a pas les autres. Et donc, l'hydroxyzine à 2 mg/kg, il y a la forme sirop. Donc, pour nous, on peut le donner en prémédication. Il faut juste le donner 2 heures avant pour que l'action soit maximale. Donc, sur les non pharmacologiques, tout marche. L'hypnose, on a fait des études sur des smartphones, sur des ateliers en préopératoire. En fait, ce qui marche, c'est l'attention de l'anesthésiste pour réduire cette anxiété. C'est le fait de rassembler les parents, l'enfant, leur expliquer leur projet, leur expliquer la chirurgie, l'anesthésie. Et oui, donc je vais conclure. Alors, juste un mot pour les préventions des nausées et vomissements. On stratifie les risques de nausées et vomissements. Ça, c'est les guidelines de 2020 de la mondiale en anesthésie-analgésia. Les médications, c'est l'ondansetron et surtout c'est le dexaméthasone. Il est très efficace quand vous avez un risque de vomissement post-opératoire. La chirurgie du strabisme, l'amygdalectomie, mettez du dexaméthasone, parce qu'il est disponible, à la dose de 150 gamma par kilo. Alors, l'abord veineux, on en sait. Dernier mot, la visite pré-anesthésique, elle est importante.
Ça, c'est dans les recommandations de la SMAR. Donc, elle se fait le veille ou le jour d'intervention et pour vérifier l'application des prescriptions. La téléconsultation, ça va venir pour les ASA 1, les ASA 2. Et donc, je conclus par ce que je viens de dire, évaluer, dépister et optimiser la prise en charge et définir une stratégie périopératoire lors de la consultation pré-anesthésique qui doit être, avec la FNAR, doit être instaurée comme obligatoire dans notre pratique quotidienne. Je vous remercie. Très bien. On va donner la parole au professeur Koraïchi qui va nous présenter l'anesthésie du nouveau-né. Bonjour, en attendant que... Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver après cette longue période. Merci aux organisateurs de nous avoir réunis aujourd'hui pour parler d'un thème intéressant. On a consacré cette journée à la pédiatrie et à l'enfant. Et on sait tous la particularité, ou bien les particularités, le professeur Mahdi en a parlé, de ces particularités. On va les voir ensemble. Peut-être que je vais tomber dans certaines redondances, je vais reparler de certaines choses, mais tout simplement, vu l'importance de certains thèmes, ce n'est pas un problème de les aborder une deuxième fois. Vous l'avez très bien dit, monsieur, vous êtes un chirurgien pédiatre et je suis ravi de retrouver des chirurgiens, des pédiatres. Ça prouve encore, s'il faut le faire, de l'importance et de la particularité de l'anesthésie pédiatrique. L'enfant, bien sûr, depuis qu'on commence notre stage en pédiatrie, en anesthésie pédiatrique, ils nous disent « Attention, l'enfant n'est pas seulement un adulte en miniature. Il a des particularités physiologiques, il a des particularités anatomiques. » On est tous d'accord et la meilleure manière de bien prendre en charge un enfant et de bien anesthésier un enfant, c'est ne pas faire une anesthésie chez l'enfant. À chaque fois qu'on peut éviter de faire une anesthésie chez l'enfant, il faut le faire. Tout simplement, les études commencent à émerger de plus en plus sur le thème de la toxicité des produits anesthésiques en anesthésie néonatale et pédiatrique. Les études animales l'ont bien prouvé. Les produits anesthésiques ont un effet toxique. Mais est-ce que toute anesthésie est toxique, ou bien est-ce que c'est la durée de l'anesthésie, ou bien l'exposition à plusieurs reprises qui l'est plus? C'est sûr que c'est plus on s'expose à une anesthésie dans une longue durée, plus on fait d'anesthésie, plus on répète notre anesthésie dans un bref délai, plus l'anesthésie est toxique. Et ceci a été prouvé chez les enfants qui sont admis en réanimation. Les enfants en réanimation qui sont sédatés pendant de longues périodes, pendant de longues journées, de longs jours, ces enfants, ils présentent ce qu'on appelle le Pediatric Post-Intensive Care Syndrome. Ces enfants, ils présentent par la suite des troubles physiques, des troubles cognitifs, des troubles émotionnels et des troubles d'intégration au milieu social. Et donc, la trajectoire de la récupération post-sortie de la réanimation se trouve un petit peu plus difficile par rapport à un enfant qui a été moins anesthésié et moins sédaté. Donc, sur cette étude qui était cette hypothèse que c'est plutôt l'exposition longue, c'est plutôt l'exposition répétée, c'est la comparaison entre deux groupes. On a procédé à une anesthésie une anesthésie loco-régionale, une rachianesthésie sans sédation, versus une anesthésie générale, et les troubles cognitifs ont été plus importants, les troubles de développement les troubles neurodéveloppementaux ont été plus importants chez les patients qui ont subi une anesthésie générale versus ceux qui ont subi une rachianesthésie sans sédation. Donc, c'est probablement ça, et d'ailleurs, la Food Drug Administration a émis une hypothèse plutôt, ou bien un avertissement, que l'anesthésie répétée et que l'anesthésie prolongée, plus de 3 heures, est plutôt pourvoyeuse d'une toxicité nerveuse chez les nouveau-nés et chez les enfants.
Après cet avertissement, la société américaine d'anesthésie a eu peur. Ils ont eu peur que tous les papas, tous les mamans ne vont plus accepter que leurs enfants soient anesthésiés. Et ils ont dit que non, il ne faut pas contre-indiquer toute anesthésie, mais plutôt il faut retarder l'anesthésie. À chaque fois qu'on peut la retarder jusqu'à un âge plus avancé, il faut la retarder. Il faut parler avec votre anesthésiste, avec votre chirurgien. C'est une concertation entre l'anesthésiste et le chirurgien pour voir le timing approprié pour faire cette chirurgie, ou bien si cette chirurgie peut se faire sous anesthésie locale-régionale, par exemple. Si vous êtes amené à faire cette anesthésie malgré ce risque de toxicité, sachez bien que vous avez un grand risque de complications respiratoires périopératoires. Presque un enfant sur 2 va vous faire une complication respiratoire péropératoire. Ceci est encore vrai lorsque l'anesthésie est faite par des mains non expérimentées. Quand je dis des mains non expérimentées, ce n'est pas une seule personne, c'est plutôt un cadre qui fait de l'anesthésie pédiatrique. C'est la logique. Une anesthésie faite dans un milieu pédiatrique est toujours meilleure qu'une anesthésie faite en milieu adulte. Un enfant qui est fait par un anesthésiste qui fait 5 adultes et un enfant puis 10 adultes, ce n'est pas comme un anesthésiste qui fait chaque fois l'enfant, parce qu'il y a une expérience qui est acquise, il y a des protocoles qui sont instaurés et il y a une automatisation de l'anesthésie. D'ailleurs, cette étude scandinave, et on sait bien que les Scandinaves sont toujours les premiers de la classe au niveau de l'Europe, ils ont comparé leur travail en Europe du Nord par rapport au reste de l'Europe. Et ils ont trouvé que c'est vrai que lorsqu'on fait une anesthésie dans un milieu pédiatrique spécialisé par des anesthésistes pédiatres, des infirmiers pédiatres, avec des pédiatres à côté, c'est sûr que l'anesthésie est meilleure avec moins de complications. Et ils recommandent de normaliser la définition des événements critiques graves, parce que chacun, il définit de sa manière un événement critique. Donc il faut normaliser la définition, notifier les événements. Et la question qui se pose, est-ce qu'on a un registre au Maroc qui relève tous les incidents périopératoires? Non, je ne crois pas. Professeur Hamamouchi, on a fait une publication, je crois, il y a longtemps, sur les événements indésirables périopératoires, mais depuis, on n'a jamais installé un registre. Il faut développer des protocoles propres à chaque service. Il faut développer des scores d'évaluation des risques périopératoires et développer des formations spécialisées et garantir les compétences et le maintien des compétences en anesthésie pédiatrique. Et cette étude scandinavienne a sorti cette recommandation, c'est que les enfants de moins de 3 ans et les patients asapédiatriques 3 et 4 ne doivent pas être anesthésiés sans la supervision directe d'un spécialiste en anesthésie pédiatrique. Je vais rebondir sur un thème important qu'a abordé le professeur Berdei, c'est l'anesthésie de l'enfant enrhumé. On est tous d'accord qu'il faut faire une séparation entre les infections des voies aériennes inférieures et les infections des voies aériennes supérieures. Les infections des voies aériennes inférieures, lorsqu'on a une toux productive, une anomalie auscultatoire, anomalie radiologique, une fièvre supérieure à 38 ou une surinfection bactérienne, en dehors du cadre d'urgence, il faut recuser ces patients. Il ne faut pas les faire. Par contre, lorsqu'on a des voies aériennes supérieures, une infection des voies aériennes supérieures qui est la pathologie la plus fréquente, et dans 90% il s'agit d'une infection virale, là, la présence d'au moins 2 des symptômes suivants, l'hyperthermie, l'asthénie, maux de gorge, rhinorrhée antérieure ou postérieure, éternuement, tout non productif, laryngite, va définir l'existence ou non d'une infection des voies aériennes inférieures. Tu l'as très bien dit, cher ami, lorsqu'on a une infection, le risque de laryngospasme, de bronchospasme, de désaturation en péropératoire, il augmente avec une différence largement significative par rapport à un enfant qui n'a pas présenté d'infection pendant les 4 dernières semaines. Et donc, est-ce qu'on va recuser tous les patients? Tu l'as très bien dit, c'est une évaluation au cas par cas. Pas les 2 premières semaines. Tu l'as bien expliqué, je le répète, jamais d'anesthésie lorsqu'on a une infection des voies aériennes supérieures dans les 2 semaines. Par contre, ce risque, il commence à s'estomper à partir de la 3e semaine. On en a parlé tout à l'heure.
à partir de la 3e semaine, encore mieux à partir de la 4e semaine, ce risque diminue et on a moins de risque de laryngospasme et de bronchospasme périopératoire. Donc notre décision de faire ou de ne pas faire, ça va dépendre des facteurs de risque, des facteurs de chirurgie, c'est quel type de chirurgie, est-ce qu'on a reporté à plusieurs reprises notre patient, le temps d'attente pour un nouveau rendez-vous. On a par exemple dans nos hôpitaux des patients qui viennent de structures très très lointaines, de villes très lointaines. Les chirurgies pourvoyeuses des complications périopératoires, c'est essentiellement la chirurgie ORL et la chirurgie des voies aériennes supérieures. Donc c'est un élément à prendre, quel type de chirurgie par rapport à cet enfant qui a une infection des voies aériennes supérieures. Comme tu l'as dit, cher ami, lorsqu'il s'agit d'une chirurgie urgente, on n'a pas le choix, mais on va voir qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on a une chirurgie urgente avec des infections des voies aériennes supérieures en cours. Par contre, on différencie les 3 catégories. Le mild, il est léger, il est modéré ou il est sévère. Le léger, où on a des sécrétions nasales qui existent mais qui sont claires, la toux qui est sèche. Un rhume modéré, c'est des sécrétions nasales purulentes, mais la toux, elle est sèche ou bien légèrement productive. Et le rhume sévère, où les sécrétions sont abondantes et la toux productive, et il y a des sibilants et de la fièvre. Lorsqu'on a un état sévère, il faut reporter sans discussion la chirurgie. Lorsqu'on a un rhume léger, il faut voir quel type de chirurgie. Si on a de la chirurgie des voies aériennes supérieures, si la chirurgie est des voies aériennes supérieures, il faut voir d'autres facteurs de risque, tels que la fièvre, la dyspnée, l'âge inférieur à 2 ans. Et je souligne ici un facteur important, c'est la présence ou non d'une unité de surveillance post-interventionnelle. Et on va évaluer le risque. Est-ce qu'il y a un bon risque, un grand risque ou un petit risque? S'il y a un grand risque, on va reporter notre chirurgie. Si le risque est minime et la chirurgie, chirurgie ORL, on va procéder à quelques précautions. On verra tout de suite. Si par contre on a un rhume modéré, c'est là où joue la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'on est dans une institution qui fait de l'anesthésie pédiatrique expérimentée? Est-ce qu'on a une salle de surveillance post-interventionnelle? Est-ce que l'âge est inférieur à 1 an? Donc c'est un algorithme que je vous montre pour la 2e fois et je vous conseille de le suivre. Il est absolument nécessaire pour guider. Comme ça, on ne va pas recuser tous les patients qui ont une infection des voies aériennes supérieures. Donc, lorsque vous avez une infection des voies aériennes supérieures en cours, il faut considérer certaines précautions. Le salbutamol, tu en as parlé. Le propofol, on va utiliser une induction par le propofol au lieu d'autres produits anesthésiques. On va faire de la kinésithérapie respiratoire en préopératoire. Et bien sûr, il faut avoir à côté une salle de surveillance post-interventionnelle, surtout en chirurgie ambulatoire. Tu en as parlé aussi, le midazolam, chez des patients enrhumés, pas de prémédication avec le midazolam. Il est démontré qu'avec un enfant prémédiqué avec du midazolam, il va faire plus de complications respiratoires post-opératoires, il va faire plus de laryngospasme et plus de bronchospasme. La lidocaïne, c'est un élément de bon sens. On se dit peut-être qu'on va anesthésier nos cordes vocales et on aura moins de complications respiratoires. Oui, avec la lidocaïne, on a montré que lorsqu'on fait un spray avec de la lidocaïne, on augmente encore plus les complications respiratoires post-opératoires. C'est contresens, mais lorsqu'on fait de la lidocaïne en spray, on augmente le risque de laryngospasme, on augmente le risque de bronchospasme. Donc, moralité de la chose, ne mettez pas de la lidocaïne. Quand je suis arrivé au service, j'ai trouvé cette pratique courante, on mettait de la lidocaïne pour éviter soi-disant les bronchospasmes, mais non, ça a un effet contraire. Est-ce que voilà une autre étude qui montre que les patients chez qui on a fait une dose de lidocaïne en topique, ils la saturent beaucoup plus que les malades chez qui on n'a pas réalisé de lidocaïne en topique sur les cordes vocales. Est-ce que la lidocaïne intraveineuse prévient la survenue de bronchospasme et de laryngospasme? Sur cette étude, si vous le voyez, une stimulation à la base va entraîner plus de laryngospasme qu'une stimulation 2 minutes après avoir injecté de la lidocaïne intraveineuse. Donc on se dit, oui, probablement il faut injecter de la lidocaïne, mais après 10 minutes, cet effet s'estompe.
on n'a plus de protection de la lidocaïne par rapport aux complications respiratoires péro-opératoires. Donc c'est un effet très très mineur et la Société française de la réanimation ne recommande pas d'administrer la lidocaïne, que ce soit en IV ou en spray. Donc évitez cette manœuvre. Salbutamol, tu en as parlé, un effet protecteur avéré, prouvé, rien à dire, 2,5 mg si le poids est inférieur à 20 kg, 5 mg si le poids est supérieur à 20 kg, 10 à 30 minutes avant votre anesthésie. Et la SFAR le recommande. Maintenant, si on est devant cet enfant qui a un risque modéré ou un risque léger, tel qu'on a vu tout à l'heure sur l'algorithme, quelle interface utiliser? Est-ce qu'on intube? Est-ce qu'on met un masque laryngé ou bien un masque facial? Vous le devinez tous, le masque facial, c'est lui qui pourvoit le moins de complications périopératoires. Si votre chirurgie s'apprête à une anesthésie sous masque, faites-la sous masque. Évitez de mettre un masque laryngé, évitez d'intuber. Et chez l'enfant, la SFAR le recommande, il est recommandé d'utiliser le masque facial si le degré d'urgence, le type et la durée de la chirurgie le permettent. Si vous ne pouvez pas utiliser le masque facial, il faut utiliser un masque laryngé. Masque laryngé en comparaison avec une sonde endotrachéale, moins de complications respiratoires, moins de laryngospasme, moins de bronchospasme. Donc la sonde endotrachéale, il faut la laisser en dernier recours. Donc là, LMA à utiliser sans modération. À chaque fois que vous pouvez utiliser le masque laryngé, utilisez-le. Quel produit anesthésique? Cette étude magnifique, ils ont mis un masque laryngé et ils ont stimulé les cordes vocales avec un patient soit sous sévoflurane, avec un patient sous propofol. Et on regardait la réactivité laryngée sous fibroscope. Le résultat est unanime. Avec le propofol, on diminue le risque de laryngospasme périopératoire par rapport au sévoflurane. Est-ce qu'il faut enlever votre sonde d'intubation ou votre interface, masque laryngé ou sonde d'intubation, alors que le patient est encore endormi ou patient éveillé? Il faut l'enlever alors que le patient dort encore. Si vous l'enlevez alors que le patient est réveillé, vous vous exposez à des complications respiratoires post-opératoires plus importantes. Et vous voyez ici, sur la courbe d'en haut, les patients chez qui on a enlevé la sonde d'intubation après une chirurgie ORL alors que le patient est endormi versus ceux qui sont réveillés. Et on voit qu'il désature un peu plus ou beaucoup plus par rapport à un patient qui est encore endormi. Donc, enlevez soit votre masque laryngé, soit votre sonde d'intubation alors que le patient est encore endormi, bien sûr avec une respiration spontanée bien prouvée. L'intubation difficile, c'est vrai, c'est une intubation difficile qui est très très rare, mais ça ne nous empêche pas de penser toujours à l'intubation difficile. Le message qu'il faut passer, c'est n'essayez pas plus de 4 tentatives. Si vous essayez deuxième fois, troisième fois et que vous n'arrivez pas à intuber, vous vous dites que c'est une intubation difficile et on va voir comment procéder. Mais n'essayez pas la 5e, la 6e fois, tout simplement parce que plus vous augmentez vos tentatives d'intubation, plus le patient risque de faire des complications, des désaturations, des laryngospasmes et des bronchospasmes. Et donc après 3 tentatives, le risque devient très très important. C'est pourquoi la SFAR recommande de ne pas dépasser 2 tentatives d'intubation par un senior. Si vous êtes devant une intubation difficile prévue ou un risque d'intubation difficile, pensez à oxygéner le patient. La priorité chez l'enfant, c'est l'oxygénation. Mettez une sonde nasale, massez de l'oxygène à haut débit et essayez d'intuber votre patient, mais ne laissez jamais votre patient sans oxygène. Donc la laryngoscopie directe, 2 essais max par un senior. Optimisez votre position, bio sous les épaules. Revoyez votre technique de laryngoscopie et les manipulations externes du larynx vont vous aider. Et bien sûr, approfondir votre anesthésie pour que les cordes vocales soient ouvertes et immobiles. Et il est probablement recommandé d'utiliser un vidéolaryngoscope en première intention chez les patients avec intubation difficile prévue et ventilation en masque possible et après un chèque de la laryngoscopie directe afin d'augmenter les chances du succès d'intubation. Donc 2 tentatives d'intubation, si ça ne marche pas, passez directement au vidéolaryngoscope, sinon vous tombez dans les désaturations rapides. Est-ce que vous choisissez une sonde à ballonner ou une sonde sans ballonner? C'est toujours la discussion
au bloc opératoire. Il n'y a pas de différence en termes de complications périopératoires, laryngospasme, bronchospasme, entre sonde d'intubation à ballonnet ou sonde d'intubation sans ballonnet. La seule différence, c'est les extubations accidentelles et le nombre de réintubations. Donc, lorsque vous avez une sonde d'intubation sans ballonnet, il y a un grand risque que cette sonde se déplace et que vous tombez dans la réintubation alors que le chirurgien est en train de travailler. Donc, il faut bien penser à bien fixer votre sonde d'intubation. Si vous utilisez la sonde d'intubation à ballonnet, n'oubliez pas de monitorer la pression. C'est une pratique presque inexistante chez nous au Maroc. On la fait très très rarement. On ne monitore pas les pressions au niveau du ballonnet et c'est une chose qui est obligatoire, qui est recommandée par l'ASFAR. J'ai animé hier l'atelier de la voie intra-osseuse et vous êtes tous tombés dans la situation où vous n'arrivez pas à prendre une voie veineuse chez un patient qui est programmé pour une hernie inguinale. Il y a monsieur le chirurgien qui est debout dans la salle opératoire et il vous dit que moi, ma chirurgie va durer juste 5 minutes. Mais votre anesthésie, elle a pris beaucoup de temps quand même. C'est tout simplement parce que la voie veineuse s'avère parfois très très difficile à avoir. On n'est plus épargné de l'obésité, on se retrouve de plus en plus devant des nourrissons, des enfants qui sont obèses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez une voie veineuse difficile ? Alors, il y a probablement les nouveaux gadgets qui sortent maintenant sur le marché. Les vein viewers, les détecteurs de veines, mais les études jusqu'à maintenant n'ont pas montré de supériorité de ces gadgets par rapport à la visualisation à l'œil nu. Donc, est-ce que par la suite, on va améliorer ces technologies pour avoir des gadgets beaucoup plus sophistiqués ? J'en ai pas l'impression. J'en ai utilisé au bloc à l'hôpital d'enfants de Rabat et j'ai pas trouvé une grande satisfaction par rapport à ces gadgets. Il faut s'attacher à des gestes qui sont plutôt des gestes quotidiens de bon sens. Le garrot doit être à 10-15 cm au-dessus de l'endroit de votre ponction. La pression doit être supérieure, la pression de votre garrot doit être supérieure à la pression veineuse, mais elle doit être moindre que la pression artérielle. On a tous tendance à très très bien serrer le garrot. C'est faux, il ne faut pas trop serrer. Le site de ponction, si on arrive à mettre notre enfant en position d'équilibre par rapport au site de ponction, et chez l'enfant conscient, l'ouverture, fermeture de la main et application d'une ou deux tapes qui ont montré leur efficacité pour un petit peu augmenter la veine et la visualisation de la veine. Lorsque vous avez un enfant très obèse, vous n'arrivez pas à trouver une voie veineuse, la voie intra-osseuse s'avère une nécessité. Au bloc opératoire chez nous, on utilise la voie intra-osseuse pour des chirurgies mineures lorsqu'on n'arrive pas à trouver une voie veineuse après 5-6 tentatives. Et il faut l'utiliser. Sachez que la voie intra-osseuse, elle a la même cinétique. Les produits injectés via intra-osseuse ont la même cinétique que la voie intraveineuse. Et on peut utiliser les voies intra-osseuses pour tout type de chirurgie, pour tout type d'anesthésie. Cette étude, la seule que j'ai trouvée qui a comparé l'anesthésie IV par rapport à l'anesthésie intra-osseuse, il y a une légère différence par rapport aux besoins. Il a été démontré sur cette étude toute seule qu'il y a plus de besoins en produits anesthésiques en voie intra-osseuse par rapport à une voie intraveineuse et que là, le délai d'induction est plus allongé par voie intra-osseuse, mais c'est des choses qui restent à prouver. Mais en tout cas, chez nous, à l'hôpital, on utilise la voie intra-osseuse à chaque fois qu'on arrive, chaque fois qu'on ne peut pas prendre une voie intraveineuse. Alors, les nausées vomissements post-opératoires, vous en avez parlé, ils augmentent le risque de 23% de réadmettre ou d'admettre un patient qui était programmé en chirurgie ambulatoire. C'était prévu que cet enfant sorte l'après-midi, il fait des nausées vomissements, la famille s'alarme, on ne peut plus le sortir, donc c'est un surcoût pour nous. Il faut les prévenir. Détecter les patients qui sont à risque de nausées vomissements post-opératoires. S'ils ont des antécédents, s'il y a une histoire familiale de nausées vomissements, si la durée d'anesthésie est supérieure à 30 minutes, si l'âge est supérieur à 3 ans, et surtout s'il s'agit d'une chirurgie ORL ou d'une chirurgie de strabisme, il faut, dans ce cas, ne pas utiliser les produits anesthésiques volatiles, préférer plutôt les produits anesthésiques intraveineux, ne pas utiliser le protoxyde d'azote, une hydratation adéquate, et il faut bien sûr ne pas oublier l'analgésie post-opératoire. Lorsque vous avez une chirurgie en ambulatoire, courte anesthésie, chirurgie en moins de 30 minutes, avec une utilisation rare des opioïdes qui sont pourvoyeurs de nausées et vomissements post-opératoires, s'il s'agit d'une petite chirurgie, une seule prophylaxie,
Chirurgie de strabisme, double prophylaxie. Si vous avez une chirurgie non ambulatoire et une anesthésie longue, différentes chirurgies double prophylaxie. Et s'il s'agit d'une chirurgie ORL, il faut aller même à la triple prophylaxie. C'est un sujet qui est vraiment délaissé. On ne pense que très rarement aux nausées vomissements post-opératoires. Contrairement à l'adulte, on en pense, mais il faut en tenir compte. Un mot sur la ventilation. Malheureusement, on continue à ventiler sans contrôle capnographique. Sachez que l'hyperventilation, avec comme conséquence une hypocapnie très délétère, et les études l'ont prouvé. Même en Europe, il y a encore des patients qui sont ventilés. Vous voyez que l'hyperventilation a une fréquence de 9% en Europe. Et des épisodes d'hyperventilation ont été notés chez 18% des patients, 18% des patients. Et l'hyperventilation avec une hypocapnie, ça a un effet sur l'hémorragie intraventriculaire, ça donne des hémorragies intraventriculaires, ça donne de la dysplasie bronchopulmonaire. Faites attention en ventilant vos patients, faites attention en ventilant avec des respirateurs adaptés, avec des volumes adaptés, en contrôlant la capnographie. L'anesthésie ancienne des années 70 n'existe plus et ne devrait plus exister. Il faut faire des anesthésies modernes. Et quand je dis des anesthésies modernes, il faut éviter ce genre de massacre. Ce genre de massacre, on fait encore de la chirurgie sans anesthésie ou bien de la chirurgie sans analgésie surtout. Et donc, je parle ici de l'intérêt de l'anesthésie loco-régionale. J'en ai fait une présentation à Ifrane, vivement la prochaine d'Ifrane. Et cette étude, malgré son ancienneté, je trouve qu'elle est intéressante. 1990, on a pris des enfants qui ont été circoncis avec sédation, avec analgésie et sans analgésie. Et on les a suivis pour voir leur réactivité ou bien leur réaction par rapport à la vaccination. Ceux qui ont été circoncis sans analgésie ont fait plus de réactions à la vaccination avec une durée de cri plus importante et avec des scores de douleur plus importants. Donc, M. Madi, plus de circoncision sans au moins un bloc pénien. Au moins un bloc pénien. C'est un bloc qui est très très facile à faire par les chirurgiens eux-mêmes. Donc, c'est la conclusion de l'anesthésie loco-régionale. Il faut utiliser l'anesthésie loco-régionale. Elle est safe, elle est beaucoup plus safe, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle est beaucoup plus safe que l'anesthésie loco-régionale chez l'adulte. Message à retenir, donc, éviter ou reporter toute anesthésie non nécessaire. Pensez à la toxicité chez le nouveau-né. Il faut gérer l'enfant enrhumé. Récuser n'est pas automatique. Préférez le masque facial, si c'est possible. Préférez le masque laryngé, si c'est possible. Si vous êtes amené à faire une anesthésie, préférez le propofol. Monitorez la pression si votre sonde est une sonde à ballonner. Pensez à la voie intra-osseuse si vous n'arrivez pas à trouver une voie intraveineuse. Pensez aux nausées vomissements post-opératoires et les prévenir. Évitez l'hyperventilation et s'intéresser beaucoup plus à l'ALR chez l'enfant que chez l'adulte. Je vous remercie. Je lance le débat pour les deux communications. Est-ce qu'il y a des questions? Salam alaikum. Merci Adnan et Ala pour votre présentation, qui sont excellentes comme toujours. J'ai juste une petite question ou peut-être nota bene. Je commence par la nota bene. Je suis en chirurgie pédiatrique. Malheureusement, il y a un point qu'on oublie souvent, on a les anesthésistes le bloc. Enfin, 2 points. Primo, c'est l'hypothermie. Donc, les blocs ديالنا كبار واسعين فيهم الريح فيهم البرد. Donc on ne prend pas en charge le point, malheureusement. Il y a différents moyens, du plus simple au plus élaboré, ولكن il faut le faire. Et surtout l'analgésie du malade, malheureusement, c'est un point qu'on ne prend pas beaucoup en charge. On dit que l'enfant il ne sent pas la douleur comme l'adulte, donc même pas le paracétamol, quelques blocs on ne le donne pas. Mais la question, je reviens à la question, c'est comment vous ventilez vos patients péropératoires, le mode de ventilation, que ce soit pour
le type de chirurgie, il diffère du plus simple au plus lent et compliqué. Donc, est-ce que vous choisissez une ventilation à pression, après une ventilation spontanée, quel est le ballon qui est le malade en spontané, ou là une ventilation en aide opératoire, en aide inspiratoire. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme mode ventilatoire? Merci. Pour moi, les deux modes sont faisables. Les deux modes sont faisables, que ce soit en ventilation contrôlée ou en pression contrôlée. Juste le point important, c'est contrôler la capnie. C'est un monitorage de la capnie pendant toute l'intervention. C'est le point clé à faire. Mais après, il y a des préférences. Les études n'ont pas prouvé de supériorité de la pression contrôlée par rapport à la ventilation contrôlée. Spontanée, je ne l'utilise pas. C'est un filet missionnaire. C'est ça. Je sais que votre présentation, c'était beaucoup de questions, c'était d'être bref et merci. Bonjour. Je remercie le premier orateur pour son excellent topo. J'ai quelques petits commentaires à faire. Alors, le premier commentaire, et c'est une petite astuce, quand vous voyez un enfant en consultation, il vaut mieux qu'il soit accompagné par sa maman. Parce que quand il est accompagné par son papa, l'interrogatoire est extrêmement difficile. Sincèrement, essayez d'avoir, les pédiatres le savent très bien, avoir la maman avec l'enfant quand on fait une consultation, parce que vous aurez des informations très importantes. Les papas, dans notre contexte, malheureusement, ne savent pas grand-chose de ce qui se passe chez leurs enfants. Deuxième commentaire, l'âge de la marche. Qu'est-ce que c'est que l'âge de la marche? C'est quand on commence à tituber, c'est quand on commence à courir. Personnellement, je ne sais pas. Donc je me pose la question, chez l'enfant ASA 1 sans histoire, pour lequel il va falloir faire un bilan avant l'âge de la marche, c'est quoi l'âge de la marche? Dans mon expérience, je pense qu'il vaut mieux que ça se passe avant 2 ans, il faut faire un bilan. Un enfant qui a marché quand même pendant suffisamment longtemps pour faire la preuve de l'absence d'anomalies d'hémostase liées donc à un problème constitutionnel. Pour ce qui est du bilan d'hémostase, bon, ce que vous avez dit est vrai, mais pour l'enfant malade, je crois que la situation est différente. Et les bilans doivent être assez exhaustifs quand on a un malade, par exemple, qui a, je ne sais pas moi, une maladie qui est susceptible d'altérer l'hémostase par une malabsorption, par une obstruction de la voie biliaire, par un tas de choses. La question se pose différemment. Je veux dire qu'il faut juste dire que dans le topo, c'était l'enfant ASA 1 qui n'a pas de souci, voilà la règle. Mais pour les autres, la règle ne s'applique pas. Alors, quelques commentaires, si vous permettez, Monsieur le Président, par rapport à la communication du deuxième orateur. Sincèrement, les histoires d'extuber ou d'enlever le masque laryngé chez un malade réveillé ou pas réveillé, je pense que chacun a son expérience. Il n'y a pas de recommandation claire et encore moins de recommandations péremptoires pour dire qu'il faut extuber le patient réveillé ou endormi. Je pense qu'il faut l'extuber comme on le sent et particulièrement en chirurgie ORL. Je pense qu'il faut l'extuber ou réveiller ou endormi, mais le surveiller bien et avoir les moyens pour traiter toute situation, je veux dire, dangereuse. La voie intra-osseuse. Autant personnellement, je pense que c'est bien dans l'urgence, l'arrêt cardiaque des choses, autant chez un malade qui est en chirurgie réglée, il faut essayer de prendre une voie veineuse normalement. La voie intra-osseuse au bloc opératoire en dehors de l'urgence me paraît un plaidoyer pas très facile à défendre. Je ne sais pas ce qu'en pensent les deux orateurs. Personnellement, je pense que bon, je serais plus modéré par rapport à cet engouement pour la voie intra-osseuse. C'est vrai que c'est facile, mais il n'empêche que les anesthésistes devraient apprendre à prendre des voies veineuses périphériques chez les enfants. Il y a des petites astuces. Je pense qu'avec la voie veineuse chez l'enfant, il faut être aussi doux qu'avec une femme. Hein, il ne faut pas être brutal, essayer d'introduire tout le catlan. Il y a des petites astuces que les anesthésistes devraient apprendre et qui nous éviteraient d'avoir recours à des voies d'urgence qui, malgré les progrès des
de la technologie, aujourd'hui, moi personnellement, vieil anesthésiste que j'étais, je ne recommanderais pas. Merci. Merci, Siounous. C'est Avila. Plutôt, c'est Sadraoui. Alors, j'ai des commentaires en fait. Moi, je suis réanimateur pédiatre, je ne suis pas anesthésiste. Et voilà, donc pour rebondir sur l'âge de la marche, c'est entre 9 et 18 mois. Et pourquoi on a toujours parlé de l'âge de la marche? Par exemple, pour les reflux, on les explore si l'enfant a toujours un reflux au-delà de l'âge de la marche, parce que c'est concomitant d'un développement psychomoteur. Donc quelqu'un qui marche, on parle de retard de la marche au-delà de 18 mois. Voilà. J'avais des commentaires sur, sur la ventilation et sur le prématuré. Effectivement, le prématuré pose des problèmes d'anesthésie. Pourquoi? Parce qu'un prématuré, il a un arrêt de la croissance des bronches quand il sort. Un enfant qui est à 28 mois, quand il sort, il va en réanimation, ne continue pas à faire une croissance des bronches. Et vous imaginez bien qu'un bronchospasme sur des bronches qui n'ont pas grandi est plus grave que chez un enfant qui est né à terme. Voilà, c'était une petite remarque. Quelques vérités ou quelques règles en réanimation pédiatrique, c'est que les ballonnets, on les utilise après 5 ans et sont ballonnés avant 5 ans, pour une question d'anatomie. Autre chose, il y a le sinus longitudinal que vous oubliez souvent, qu'on peut utiliser en cas d'urgence. Si vous n'avez pas de ponction, vous avez juste un cathlon, vous rentrez juste au milieu, dans le triangle derrière, et vous allez tout droit, 30 degrés, quand vous avez du sang, vous poussez votre cathlon. Et puis, pour dire aussi que une capnie en dessous de 25, vous n'avez plus de perfusion cérébrale. Vous avez peut-être une bonne saturation, mais il n'y a pas de perfusion cérébrale. Donc c'est très important de parler de l'hypocapnie et de prendre, parce qu'on oublie souvent, et c'est une règle qui n'est pas toujours respectée, d'une hypocapnie qui est très délétère pour l'enfant. Voilà, c'était des commentaires. Merci. Pour moi, je remercie l'association. J'ai un certain nombre de commentaires. Donc, les premiers, c'est pour Siberdei. Donc, concernant l'hyperréactivité bronchique, je pense qu'il y a aussi un élément très important à soulever dans l'interrogatoire, le tabagisme des parents. Ça favorise l'hyperréactivité bronchique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Concernant le jeune 2, 4, 6, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est des études qui ont été faites sur l'estomac de chien. Mais maintenant, c'est prouvé que donc, les pays scandinaves, c'est pour l'étiquette claire, c'est 1 heure. Et ça va venir à 1 heure, donc il ne faut pas avoir peur concernant la notion de 1 heure. Concernant la prévention, la prémédication, c'est beaucoup plus non pharmacologique. On est déçu par le pharmacologique. On a essayé le midazolam, catapresson. C'est pas du tout évident sur l'application. Je pense, mais ailleurs, pour introduire le non pharmacologique, il y a des équipes de prémédication. C'est une équipe, ce n'est pas une personne. C'est une équipe avec l'utilisation de la technologie. Et en plus, il faut connaître le langage de l'enfant. Le langage de l'enfant, un enfant vers l'âge d'adolescence, il a peur d'intégrité de son corps. Donc il faut parler concernant l'intégrité de son corps. Un enfant de 6 à 7 ans, il a peur de mourir. Donc le langage doit être différent. Il nous reste 1 minute. Donc, concernant le Sir Qureishi, donc c'est vrai, la toxicité anesthésique, je pense que ça a été à un certain moment la mode, mais je pense qu'il faut revenir à des règles de base simples, c'est les 10 N. Pour ne pas avoir de la toxicité, c'est normoglycémie, normothermie, normotension, normocapnie, no pain. Donc c'est les 10 recommandations qui évitent un peu les complications neurologiques. Et donc, ce n'est pas l'anesthésie. L'anesthésie, ça a été démontré chez les rats toxiques, mais il faut éviter ces recommandations. Concernant l'extubation, je rejoins notre prof, M. Sadraoui, mais il y a 2 extrêmes. Le premier extrême, il faut extuber, réveiller s'il y a un estomac plein. Il faut réveiller, sédater s'il y a une chirurgie ophtalmologique ou une chirurgie de l'oreille où on a mis quelques gadgets. Donc ça, je pense, entre les deux, entre ces 2 extrêmes, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, il ne faut pas, après l'extubation, il ne faut pas chatouiller l'enfant, il ne faut pas l'aspirer.
on aspire avant l'extubation, mais après, on ne touche pas l'enfant. Non, on touche. Concernant les Vénéviaux, je te rejoins. On a essayé ces gadgets, mais c'est des gadgets. Merci. Une petite remarque avant de conclure de monsieur. Pas de remarque, deux petites questions d'ordre pratique. J'aimerais avoir votre Adnan, s'il vous plaît, étant donné deux sommités à Fès et puis à Rabat, retour d'expérience concernant l'allergie au latex, quand vous avez des enfants que vous avez anesthésiés plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des mesures préventives à cela? Parce que quand ça arrive, c'est aigu, c'est brutal et ça peut prendre le pronostic vital. Pour Siala, concernant encore la voie intra-osseuse, est-ce que vous avez un recul sincère concernant l'utilisation du curare? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de relargage? Merci. Je réponds aux questions. Alors pour l'âge de la marche, effectivement, il faut que l'enfant soit confronté à des blessures. Ça veut dire il faut le prendre par excès, je dirais 18 mois. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle on n'a pas mis de seuil. Donc âge de la marche, ça veut dire une confrontation avec la vie réelle et avec des traumatismes qui ne donnent pas d'échymose, par exemple, qui sont excessifs. Alors pour le bilan de l'hémostase, effectivement, si j'ai un patient qui a une splénomégalie par exemple, je ne vais pas dire qu'il n'a pas d'antécédents. Ça peut être une hémopathie, ça peut être... Donc là, je vais explorer. Moi, je parle de l'examen clinique qui est normal. Donc, voilà, il faut différencier entre un examen clinique qui nous donne des signes d'appel vers une exploration hématologique ou autre et un examen clinique qui est tout à fait normal pour une chirurgie qui est mineure. Donc voilà. Alors pour la toxicité de l'anesthésie, l'étude qui a lancé ce débat, c'est l'étude GAZ que vous avez bien citée. Alors les résultats de l'étude GAZ viennent de tomber. Donc c'était en 2015 et il y avait des preuves sur les animaux qui a une toxicité chez l'enfant pour l'anesthésie. Ils ont suivi ces enfants pendant 5 ans. Et 2015, 2020, donc les résultats viennent de sortir. Le score qui est équivalent au QI de l'adulte, donc c'est un score qui est équivalent entre l'AG et l'ALR. Et donc finalement, l'article vient de paraître, on se dit, est-ce que la toxicité n'est pas plutôt secondaire à l'hypotension, aux conditions de l'anesthésie et pas aux agents halogénés. D'accord? Oui. Très bien, donc voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont encore des questions. On continuera dans la discussion, dans le relèvement de ce mois. Merci aux orateurs, merci tout le monde qui est présent. Et